Salut à tous, c'est Yvan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau tu signes ou tu signes pas, ça faisait longtemps, du moins en format normal, en format long. On en a fait quelques-uns en format short, notamment sur Adingra ou encore la situation du PFC, que vous pouvez retrouver également sur mon compte TikTok Yvan par le foot, on est 11 000 abonnés. Et donc retour aujourd'hui, je vais vous présenter 5 joueurs avec un petit bonus à la fin. On est parti. On commence avec le premier joueur, du moins le premier gardien, puisque c'est Petrovic qui, d'après Fabrizio Romano, qui a balancé le Here We Go. Le gardien serbe va rejoindre Bournemouth contre environ 25 millions d'euros. Alors un bon deal ou pas? Pour le joueur, forcément, c'est un bon choix, je trouve, de quitter Chelsea, où il n'était pas sûr d'être le futur numéro 1. On sait que la hiérarchie n'est pas vraiment établie entre Robert Sanchez, le titulaire, pas indiscutable, mais qui a joué quand même pas mal de matchs, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs, même s'il est souvent en difficulté en championnat. Ou encore Jørgensen, recruté quand même l'été dernier à Villarreal, et joueur très prometteur. Donc voilà, il n'était pas assuré d'avoir une place de numéro 1. Strasbourg est plutôt parti sur Penders, du moins avec Chelsea. Ça a été plutôt le choix de prêter le Belge du côté de Strasbourg plutôt que continuer avec Petrovic. Et donc le gardien serbe passé par New England va être vendu du côté de Bournemouth, où il aura pour le coup une place de numéro 1, puisque on rappelle, Bournemouth qui avait récupéré Kepa, prêté par Chelsea l'an passé, lui manquait un numéro 1 au poste de gardien de but, et donc c'est chose faite avec Petrovic, un club vraiment intéressant je pense pour lui. Tout simplement parce que Bournemouth est un club moderne, avec un coach qui a des idées de jeu très intéressantes, qui sort d'une belle saison, qui a gardé quand même pas mal de joueurs importants de son effectif. Certes, il y a eu le départ de Huijsen et de Kerkez, mais le latéral gauche a quand même déjà été remplacé par Adrien Truffert, un joueur qui a fait ses preuves en Ligue 1. Et à Huijsen, il y a quand même également Senesi, joueur qui a fait ses preuves par le passé au Feyenoord Rotterdam notamment, qui est toujours là. Il y aura sans doute une recrue à venir. Et après, à voir si Zabarny restera ou non. On sait qu'il était courtisé par le PSG. Mais bon, Petrovic a quand même l'assurance d'avoir un effectif aussi quali, je pense, qu'à Strasbourg. Et en plus de ça, lui, pour le coup, il sait, on va dire, s'adapter à un nouveau club. On l'a vu à Strasbourg, mais surtout avec un effectif très jeune. Et en plus, là, il aura la préparation par rapport à la saison passée, où quand il est arrivé à Strasbourg, c'était en fin de saison. Puisque pour rappel, c'était Carl-Johan Johnson qui avait commencé le championnat avec Strasbourg contre Montpellier. Donc voilà, pour moi, Petrovic, c'était le bon moment pour lui de s'en aller. Et c'est un bon choix d'aller à Bournemouth. Du côté de Bournemouth, j'en ai parlé, il leur manquait absolument un nouveau titulaire au poste de gardien de but. Ils vont chercher pour moi l'un des gardiens les plus prometteurs d'Europe, qui a fait une très grosse saison en Ligue 1. Les observateurs strasbourgeois pourront le confirmer en commentaire, mais pour moi, voilà, c'était un gardien top qualité. Ils vont donc prendre un joueur quand même pas très cher, 25 millions d'euros, ça reste un prix correct pour un club de première ligue. Quand on voit par exemple que Newcastle dépensait 60 millions d'euros pour aller chercher Langa, dans un autre club de première ligue, justement Nottingham, je trouve que c'est plutôt bien payé. 25 millions d'euros, vraiment ça ne coûte quasiment rien. Donc bravo, voilà. Peut-être que Bournemouth va réussir à avoir son gardien pour les 4-5 prochaines saisons. Mais en tout cas, voilà, c'était un poste qui était vraiment urgent et c'est fait à quasiment un mois de la reprise. Donc c'est vraiment très bien vu. Et puis en plus de ça, Iraola, qui est un coach très jeune, va pouvoir faire progresser Petrovic, notamment sur son jeu au pied, son positionnement, son placement. Donc ça va être hyper intéressant pour Bournemouth de le développer. Et du côté de Chelsea, pour moi, c'est tout simplement une énorme connerie que viennent de faire les Blues. Tout simplement parce qu'il y a la Ligue des Champions à venir et que l'on le sait, en Ligue des Champions, il faut absolument avoir un très bon gardien, un gardien qui a confiance en lui. Ce que, pour moi, n'a pas vraiment Robert Sanchez, qui est très critiqué quand même depuis son arrivée en provenance de Brighton il y a 2 saisons. C'était le choix de Graham Potter, mais je ne suis pas sûr que ce soit le choix de Maresca. Là, il y avait quand même la possibilité de partir sur un nouveau cycle avec un gardien très prometteur, pour moi plus prometteur que Sanchez. C'est pas fait. Tu le vends en plus seulement 25 millions. Pour moi, ça aurait été plus intéressant de faire un prêt avec option d'achat. Peut-être que c'était son choix d'être le numéro 1 absolu, et ça serait compréhensible. Mais si c'est le cas, en fait, tu lui fais de la place. Au pire, tu tentes une saison. Mais normalement, en vue de ce qu'il a fait du côté de Strasbourg, il n'y avait aucune raison qu'il ne performe pas. Pour moi, c'est une grosse erreur que va faire Chelsea et qui va sans doute s'en mordre les doigts à l'avenir, parce que ça ne m'étonnerait pas que Chelsea retente de le faire venir d'ici 2-3 saisons après qu'il ait explosé du côté de Bournemouth. Mais là, pour le coup, ça sera plus 25 millions, mais plus 60 ou 80 à mon avis.
On passe au deuxième joueur, on quitte la Première Ligue pour un ancien joueur de Première Ligue justement. C'est Carreras, le latéral gauche, piston gauche espagnol, qui serait d'après Fabrizio Romano en partance pour le Real Madrid. On parle d'un transfert de 50 millions d'euros, je crois que c'est sa clause libératoire qui a été levée par les Madrilènes, qui a déjà acté le départ de Obrador du côté justement de Benfica. Donc voilà, l'échange est déjà en cours et déjà bien avancé. Donc le Real Madrid est prêt à aller accueillir Carreras. Est-ce que Carreras, c'était le moment pour lui de signer du côté du Real Madrid? Je pense que lui, déjà d'une, il va retrouver son club formateur, mais surtout un top club qui a un besoin au poste de latéral gauche, puisque Ferland Mendy est sur le départ et que Fran Garcia, même s'il est plutôt pas mal dans cette Coupe du Monde des clubs avec les Merengues, c'est pas non plus un top latéral en devenir. Là où Carreras, pour moi, l'international espoir espagnol, a démontré beaucoup de choses pour une première saison en Liga NOS, mais surtout en Ligue des Champions. Pour rappel, Benfica est allé chercher à Manchester United l'été dernier contre seulement 6 millions d'euros. Il s'est tout de suite imposé et a convaincu vraiment tout le monde. Il a fait des gros matchs, notamment contre Barcelone et Monaco. C'est là où j'ai pu le voir. Vraiment, moi, à chaque fois, il m'a bluffé. Donc voilà, le Real Madrid va réussir à récupérer un bon joueur. Et lui, surtout, va réussir à retrouver son club de cœur, son club en tout cas formateur, avec une place de titulaire à aller chercher. Et pourquoi pas une place également à aller récupérer en vue de la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne. Pour le Real Madrid, comme je l'ai dit, il y avait un vrai besoin d'aller recruter à ce poste de latéral gauche, piston gauche, en vue du système tactique que voudra mettre en place Xabi Alonso, mais on est parti plus sur un système, on va dire en 3-5-2, 3-4-2-1, 5-2-3, enfin à voir, mais voilà, un système avec 3 centraux et 2 pistons. Et Carreras, il remplit parfaitement le profil recherché. C'est un joueur très bon offensivement, mais qui est aussi solide défensivement, notamment physiquement. Il fait 1m86, donc un profil totalement opposé à celui de Fran Garcia. Et en fait, je le vois parfaitement être le pendant d'un Trent Alexander-Arnold par rapport à ce qu'on a vu du côté de Leverkusen. Je m'explique, pour moi, Leverkusen avait un joueur de dynamisme à droite et à gauche, plus un centreur, un tireur de coups de pied arrêtés, un joueur qui rentrait plus intérieur, à savoir Grimaldo. Et en fait, c'est ce qu'on va retrouver du côté du Real Madrid, mais inversé, avec donc Alexander-Arnold qui sera plus ce joueur justement qui va rentrer à l'intérieur du jeu, être le centreur, on va dire le leader technique du côté droit. Là où du coup avec Carreras, ce sera plutôt un joueur de débordement qui va répéter les courses offensives comme défensives et qui sera hyper intéressant dans le système que veut mettre en place Xabi Alonso. C'est un profil de piston un petit peu comme ce qu'avait déjà Xabi Alonso avec Fran Garcia, mais comme je l'ai dit, qui pour moi est meilleur offensivement, plus physique, meilleur aussi défensivement, et qui en plus de ça a prouvé plus que Fran Garcia, puisqu'il a fait une grosse campagne de Ligue des Champions, et on sait que le Real Madrid, c'est hyper important la Champions League pour le club. Et puis sur le prix, 50 millions d'euros, ça reste un prix plutôt convenable. On sait qu'il y a eu la piste Miguel Gutiérrez à un moment donné qui était évoquée, autre ancien joueur du Real Madrid. Mais pour le coup, Gutiérrez n'a pas vraiment prouvé en Ligue des Champions encore. Et je trouve qu'en championnat, on se rapproche plus d'un niveau de jeu d'un Fran Garcia. Là où un Carreras, à mon avis, il a vraiment le talent pour devenir l'un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1. Et pour Benfica, forcément, c'est une grosse perte, puisque c'était un des meilleurs joueurs de la saison dernière. Maintenant, on sait que les clubs portugais ont besoin de liquidité chaque été, ont besoin de vendre, puisque au niveau des droits TV, c'est plus compliqué que dans les autres championnats. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'a la Ligue 1 et l'Eredivisie. Donc, il y avait cette nécessité de vendre. 50 millions d'euros, c'est un bon prix pour un joueur qui n'a fait finalement qu'une saison au club et qui a été recruté, je le rappelle, 6 millions d'euros en provenance de Manchester United qui ne comptait pas du tout sur lui. Donc, vraiment une très belle plus-value de la part du club de Lisbonne. Et puis en plus de ça, Benfica a déjà préparé son départ avec donc l'arrivée de Obrador du Real Madrid, mais également l'achat définitif du Suédois Dahl en provenance de l'AS Roma. Je crois qu'il avait été prêté lors de la deuxième partie de saison. Là, il est définitivement acheté. Et c'est un joueur vraiment très prometteur aussi, qui pour moi pourra totalement remplir ce poste de latéral gauche à un bon niveau. Peut-être que ce ne sera pas le même talent qu'un Carreras qui a vraiment ébloui de son talent la Ligue des Champions. Mais ce sera quand même un latéral vraiment plus qu'intéressant pour la prochaine campagne de Benfica. On reste du côté du Real Madrid, mais on va parler cette fois-ci d'un départ et d'un international français, Aurélien Tchouaméni, qui pourrait s'en aller
et d'un international français, Aurélien Tchouaméni, qui pourrait s'en aller du côté de Manchester United, selon Sky Sport et The Sun, si je dis pas de bêtises. Voilà, Aurélien Tchouaméni sort d'une saison un petit peu compliquée du côté du Real Madrid, sa cote a un petit peu baissé, et Manchester United, qui a besoin justement de se renforcer, va en profiter en mettant 90 millions d'euros. Alors qu'il faut accepter le transfert ou non, pour Tchouaméni, pour moi, c'est une énorme bêtise de tenter de quitter le Real Madrid pour aller à Manchester United, tout simplement parce qu'effectivement il sort d'une saison compliquée, mais de ce qu'on a vu de la Coupe du Monde des clubs, Tchouaméni est en train de revenir à un très bon niveau. Pour moi, ça va être l'un des éléments clés de Xabi Alonso au Real Madrid, puisque c'est un joueur qui, on l'a vu, est soit positionné en tant que sentinelle, soit en tant que défenseur central dans une défense à 3. Et pour moi, ça sera vraiment l'élément clé de cette rotation de système que va vouloir mettre en place Xabi Alonso pour surprendre son adversaire. Voilà, il fera partie des éléments majeurs de l'équipe. Et donc, pour moi, il n'a aucun intérêt à s'en aller, encore plus du côté de Manchester United, qui est un club qui a absolument pas d'ambition. Certes, il y a eu le recrutement de Matheus Cunha, qui est un recrutement important, mais on ne sait pas vraiment où va aller Manchester United. Il n'y a pas de Ligue des Champions ni de Coupe d'Europe à jouer la saison prochaine. Il y a donc, comme je dis, pas encore eu de renfort de renom, ou du moins qui assure, entre guillemets, une saison correcte à venir. Donc pour moi, ce serait un bourbier que d'y aller. Du côté du Real Madrid, comme je l'ai dit, pour moi, c'est une future pièce maîtresse du jeu de Xabi Alonso. Il faut absolument pas le faire partir. Ok, il a fait une saison compliquée. Ok, il y a du monde de milieu de terrain. Si on part du principe qu'on est sur un système avec seulement 2 joueurs, à savoir potentiellement Bellingham, Valverde ou Güler, qui sont ceux qui ont le plus joué. Mais en vrai, voilà, Tchouaméni, c'est un joueur qui a montré d'excellentes choses du côté de Monaco. Je suis persuadé que sous Xabi Alonso, il pourra retrouver son meilleur niveau, celui qu'on a vu en 2022 à la Coupe du Monde et qu'on pourrait retrouver à la prochaine Coupe du Monde 2026. On sait que Tchouaméni veut retrouver un bon niveau en vue de la compétition. Voilà, il n'y a aucune raison de le laisser partir. Et 90 millions d'euros au vu du marché actuel, je trouve ça assez faible. On parle quand même d'un des peut-être top 3, top 4 meilleurs milieux défensifs, numéro 6 en Europe actuellement. Il y a peut-être Rodri qui est meilleur, mais il n'y en a pas non plus 30 000 à son poste qui le surpasse. On peut rajouter quand même Vitinha dans l'équation. Et également, pourquoi pas, Zubimendi, il y a encore. Mais ouais, non, ou Caicedo, mais voilà, moi je suis le Real Madrid, je ne le laisse absolument pas partir. Encore moins du côté de Manchester United pour 90 millions d'euros. Pour moi, s'il faut vraiment le faire partir, c'est pour au moins 120. Et du côté de Manchester United, pour moi, ce serait également un mauvais choix. Simplement parce que c'est pas le profil qui doit tenter United. Voilà, dans son profil, il y a déjà Casemiro, il y a déjà Ugarte, il y a déjà Mainu. Il vaut mieux aller chercher un joueur plus d'un profil numéro 8, créateur numéro 10. Un peu à la Bruno Fernandes, mais il n'est pas sûr de rester. Moi, je dirais plutôt tenter par exemple de relancer un Toon Koopmeiners du côté de la Juve. Voilà, et puis mettre 90 millions d'euros sur un joueur qui manque de confiance. On sait que quand Varane et Casemiro, qui n'étaient pas à leur meilleur niveau, ont quitté le Real Madrid pour Manchester United, ça s'est très mal passé. Je vois pas pourquoi ça serait mieux pour Tchouaméni. Pour moi, ce serait un peu balancer 90 millions d'euros en l'air. Donc, aucun intérêt de faire ce transfert. On continue avec un Français, mais on passe à la Ligue 1 et on va évoquer le cas de Mathieu Hudol qui, d'après Foot Mercato, a un accord avec le RC Lens. Enfin, ça fait plusieurs semaines qu'il tente de s'en aller. Pour moi, c'est un bon transfert à venir. Je m'explique, pour tout le monde d'ailleurs. D'abord pour le joueur, puisque Hudol a expliqué qu'il voulait s'en aller. Il a connu la montée, la relégation, puis la remontée. Après une carrière très difficile, très compliquée, où il s'est, je crois, fait 3 fois la rupture d'un ligament croisé. C'est un joueur qui a une grosse mentalité, une grande qualité humaine, mais qui aujourd'hui a besoin de passer un cap dans sa carrière. Je crois qu'il a bientôt, il doit avoir 28 ans, ou peut-être même quasiment 30 ans. Donc il a besoin de vraiment d'évoluer, de quitter Metz et de passer un cap. Et je trouve que le RC Lens, qui est un club un petit peu en transition, mais qui voilà a un projet de jeu quand même à venir qui me paraît séduisant avec Pierre Sage, c'est le profil de club qu'il lui faut et c'est le moment pour lui, comme je l'ai dit, de s'en aller. Il a fait une très grosse saison en Ligue 2, il a réussi
quasiment à lui tout seul à faire remonter le club. Il a été quand même aidé par des joueurs comme Stambouli, comme Sabali, comme Sané, et j'en oublie d'autres. Mais ça a été vraiment l'un des tauliers alors qu'il n'y avait plus Mikotadze. Et juste pour ça, chapeau. Donc voilà, à un moment donné, il faut le laisser partir. Il a largement le niveau pour s'installer dans un club de Ligue 1. En Ligue 2, il était vraiment au-dessus de tout le monde. C'était l'un des meilleurs latéraux gauche de Ligue 2. Peut-être le meilleur avec Yongwa. Donc voilà, il faut le laisser partir et Lens, c'est le bon club pour lui. Pour Lens, en plus de ça, il y a un vrai besoin à gauche. On sait que Pierre Sage n'est pas assuré de jouer dans une défense à 3 centraux, ce que faisait Woulestil et auparavant Francaise, forcément. Donc les profils très offensifs de Machado et Chavez pourraient ne pas coller. Donc il pourrait y avoir des départs à ce poste. Là où Mathieu Hudol, il connaît le poste de piston gauche, vu que c'est un latéral très offensif, mais c'est plus un joueur habitué à une défense à 4, qui peut parfois également jouer axe gauche dans une défense à 3. Le profil conviendrait bien, mais pour moi, vraiment, là où il est le meilleur, c'est latéral gauche. Et à mon avis, Lens a, avec Hudol, le parfait profil pour justement son style de jeu, et surtout pour les finances du club. On le sait qu'en Ligue 1, avec la difficulté de droit TV, c'est très compliqué au niveau financier. Et aller chercher un Mathieu Hudol, à qui je crois qu'il ne reste qu'une seule année de contrat, qui ne sera pas très cher, pour moi, c'est un bon deal financier également pour la RC Lens, surtout qu'il n'aura pas un salaire monstrueux par rapport à ce qu'il touchait par le passé en Ligue 2. Et puis du côté du FC Metz, je pense que forcément c'est un départ qui va faire très mal aux Messins. Maintenant, fallait aussi s'y attendre, et je pense que Mathieu Hudol a suffisamment prouvé pour le laisser enfin partir. De toute façon, redire un joueur contre sa volonté, ce n'est jamais bon signe. C'est un joueur qui effectivement était un cadre, le leader, le capitaine. Mais justement, si ton leader, ton capitaine a un mauvais état d'esprit, pour se maintenir, ça va être très compliqué. Je pense qu'il va pas forcément apporter la meilleure mentalité, alors que c'est un mec qui a l'air génial humainement de l'extérieur. Quand on voit tout ce qu'il a donné pour son club de cœur, son club formateur, il n'a jamais quitté Metz, alors qu'il n'est pas à la fin de sa carrière, mais qu'il a quand même une carrière déjà bien avancée. Donc voilà, pour moi, ça va être un coup dur pour Metz de le faire partir, mais ça va être aussi l'opportunité de relancer un effectif qui est quand même déjà plutôt prometteur, qui a de la qualité. En plus de ça, il y a déjà des leaders dans l'effectif. Je pense notamment à Gauthier, qui peut être le futur capitaine de ce club, ou même un Benjamin Stambouli. Et puis je pense qu'avec Génération Foot, qui est le club partenaire du Sénégal, il peut également avoir un petit latéral gauche sympathique à arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc un transfert qui pour moi vaut le coup de se faire. Et enfin, pour terminer, je vous l'ai dit, on va pas évoquer seulement un joueur, mais un club qui convoite 3 joueurs. Et donc, je vais vous dire si oui ou non, pour chaque joueur, c'est un bon coup à faire pour Fenerbahçe. Le premier, on en a déjà parlé, c'est Marco Asensio, l'ailier droit, qui peut également jouer numéro 10, ailier gauche et deuxième attaquant du PSG, qui a fait un très bon prêt du côté d'Aston Villa. Fenerbahçe veut absolument le faire venir depuis quelques semaines. Il y a un accord qui a enfin été trouvé entre tous les parties pour à peu près 15 millions d'euros. Moi, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que pour moi, il pouvait trouver mieux, mais finalement, ce sera Fenerbahçe qui lui plairait le mieux. Donc, bon, voilà, pourquoi pas. En tout cas, si je suis dans la position du club uniquement pour ce cas-là, moi, je trouve que c'est une très bonne venue. Fenerbahçe a un vrai manque et un vrai besoin au poste d'ailier. Il y a eu le retour de prêt de Kostic du côté de la Juve, même s'il a pu jouer piston, mais c'est un ailier à la base. Il y a eu le retour de prêt également d'Alain Saint-Maximin. Il y a eu le départ libre de Dusan Tadic. Et en attaque, il y a également eu le départ d'Edzeko, même s'il y a déjà eu l'arrivée de John Duran en prêt. Donc il fallait se renforcer offensivement. Et Marco Asensio a pour moi largement les qualités pour performer en Super League. D'autant plus qu'on le sait, Fenerbahçe veut absolument rivaliser la saison qui arrive avec Galatasaray. Ça s'est joué à pas grand-chose la saison dernière. Mais Galatasaray a déjà fait venir Leroy Sané, est en train d'acter le transfert de Victor Osimhen. Donc si le Fener veut pouvoir encore les concurrencer et performer aussi en Coupe d'Europe, je crois qu'ils vont jouer les barrages de Ligue des Champions, il y a un besoin de se renforcer avec des top joueurs. Le deuxième joueur, c'est Léon Bailey, un autre joueur passé par Aston Villa. Il est encore sous contrat chez les Villains, mais il arrive à la fin d'un cycle. Il avait beaucoup performé par le passé, c'était là où il s'était réveillé du côté de Leverkusen, où il a eu un peu plus de mal à s'imposer et à confirmer à Aston Villa, mais il a montré quand même des choses plus ou moins intéressantes. On parle de lui du côté de Fenerbahçe, avec un profil différent d'Asensio, un joueur beaucoup plus de percussion,
qui pour moi va faire très mal aussi à la Super League, et un profil qui peut clairement coller aussi, du moins être complémentaire avec celui de Marco Asensio. Comme je l'ai dit, Asensio pour moi c'est plus un numéro 10, deuxième attaquant depuis quelques mois, c'est en tout cas là où je l'ai trouvé le meilleur à Aston Villa, et là où un Bailey du coup est vraiment un véritable ailier, et je pense qu'en fait l'association des deux joueurs ça peut faire très très mal en Super League. Donc pour ça aussi que je valide totalement le profil après avoir le prix négocié, mais je pense que pour 15-20 millions d'euros ce serait plutôt bien joué de la part de Fenerbahçe. Et enfin le troisième et dernier joueur, c'est le latéral gauche, piston gauche, Archie Brown, qui joue du côté de la Gantoise en Belgique, un joueur qui est également courtisé par l'AC Milan, et en fait Fenerbahçe veut le recruter puisque comme je l'ai dit ils n'ont plus Kostic, et il y a un besoin au poste de latéral gauche. Alors il y a encore le néerlandais Oosterwolde qui a fait plutôt une bonne saison au club, mais c'est vrai que c'est pas vraiment le profil du piston que Fenerbahçe aimerait recruter, puisque Fenerbahçe et José Mourinho, son coach, jouent parfois à 3 centraux et donc avec 2 latéraux très offensifs qui correspond plus à un profil d'Archie Brown que d'Oosterwolde. Je l'ai vu jouer il y a 1 an et demi quand je suis allé voir Gantoise Bruges du côté de la Belgique. C'était clairement pas le meilleur joueur, Archie Brown. Je l'avais trouvé plutôt pas mal physiquement, très actif sur son côté. Mais vraiment, techniquement, j'avais beaucoup de mal. Je trouvais que défensivement aussi, il laissait beaucoup trop d'espace dans son dos. Et en fait, pour moi, c'est plus un ailier qui peut jouer, on va dire, piston, parce que techniquement, c'est pas le meilleur, qu'un véritable latéral. Et moi, j'ai peur que en recrutant ce mec, ok, c'est un joueur que tu peux encore faire progresser. Et je suis sûr que Mourinho, s'il valide le profil, c'est qu'il sait comment, on va dire, le recadrer. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un meilleur profil à aller chercher. Je pense notamment à un Diouf du côté du Slavia Prague, qui est pour le coup un vrai piston qui a confirmé, je crois que c'était en Ligue des Champions, en Ligue Europa avec le Slavia. Il y a également, et qui est courtisé en Première Ligue, maintenant peut-être que ça a coûté cher. On peut également penser à un Tsimikas, un latéral plutôt offensif, qui va repasser doublure du côté de Liverpool avec l'arrivée de Milos Kerkez. Donc il va sans doute vouloir avoir davantage de temps de jeu. Donc pourquoi pas aller le chercher. Ou encore même un Mittelstadt qui est internationalement, qui sort encore une fois d'une bonne saison avec Stuttgart, qui a joué avec des champions et qui, à mon avis, ne serait pas contre de, on va dire, augmenter son salaire. Lui qui a entre guillemets déjà une place assurée en sélection allemande et qui pour moi a besoin de passer un cap, et pourquoi pas notamment du côté de Fenerbahçe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce tu signes ou tu signes pas, de retour en format long après quelques formats short. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et donnez-moi aussi votre avis sur les joueurs que j'ai évoqués, si oui ou non pour vous c'est un bon choix qu'il aille là-bas, et aussi des futurs joueurs à faire en vidéo, des futures rumeurs que vous avez pu voir que j'ai potentiellement manqué. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les réseaux sociaux et notamment TikTok où on est 11 000 abonnés. Ciao!